C'est un jour très important puisque c'est le lancement officiel de la stratégie nationale contre l'endométriose. Et donc je suis ravi que 6 ministres puissent venir en notre lieu. On se sent de l'endométriose de référence. Car tout le monde est concerné par cette maladie très délétère qui, je vous le rappelle, concerne 10, voire 15, voire 20% de femmes en âge de procréer, qui est fortement impactante pour la vie de la femme au quotidien, car source de douleurs, parfois intolérables, invivables dans tous les aspects de sa vie, à la fois affective, socio-professionnelle, et donc à prendre en compte pour une prise en charge le plus précoce possible. Le diagnostic doit être fait dès l'adolescence si possible, et pour un traitement optimal afin d'éviter le développement d'une forme grave qui pourrait également impacter la fertilité. Mais l'essentiel, c'est à la base, en ville, dépister ces patientes le plus tôt possible et les prendre en charge rapidement pour éviter ce glissement vers la chronicisation de la douleur, vers l'aggravation de la maladie qui pourrait les rendre infertiles quand même dans 30 à 40% des cas, ce qui est actuellement la première cause d'hypofertilité en France, c'est l'endométriose. Alors le centre de l'endométriose du groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph est né l'hiver 2006-2007. Donc c'est déjà très ancien. Et très rapidement, il s'est situé dans le cadre d'un réseau ville-hôpital que l'on a formalisé juridiquement à partir de 2015 et qui s'appelle Raison-Do. Voilà. C'est plusieurs milliers de patientes par an que l'on reçoit. Pour indicatif, par exemple, nous avons 700 à 800 demandes par mois de prise en charge à l'hôpital Saint-Joseph. Et nous sommes adossés à une structure numérique de e-santé pour la santé des femmes et en particulier pour l'endométriose qui s'appelle EndoZiwig et qui nous permet de rationaliser et d'optimiser grâce à l'intelligence artificielle la prise en charge de ces patientes, c'est-à-dire le tri et donc l'orientation dans le réseau. Parce que toutes les patients ne relèvent pas d'une prise en charge dans le centre lourd expert à vocation chirurgicale. La prise en charge de ces patientes relève le plus souvent d'abord de l'hormonothérapie, puisque évidemment le facteur le plus délétère ce sont les règles, qui sont l'ennemi de ces patientes, puisqu'il y a une fuite des règles par les trompes, et donc il faut non pas mettre en ménopause artificielle, mais suspendre le système hormonal sécrétoire qui provoque des pics de contraction utérine délétères qui font fuir les règles par les trompes. Donc il faut absolument que le patient, le plus souvent, soit en hormonothérapie en continu pour supprimer les règles, ce qui n'est pas de la ménopause artificielle, je le rappelle. Et puis ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est de soulager les douleurs, parce que parfois les douleurs sont telles qu'elles se sont chronicisées et ont dépassé le cadre des règles, qui sont évidemment l'acmé de la maladie au moment des règles, mais parfois ça dépasse ce cadre-là quand le diagnostic a été suffisamment tardif pour qu'elles se chronicise, et à ce moment-là, il y a tout un volet thérapeutique, y compris alternatif, dite de médecine parallèle, qui nécessite la coopération et l'apport de toutes les techniques paramédicales. Donc c'est une approche pluridisciplinaire indispensable, et tout ça se discutant évidemment en réunion de concertation pluridisciplinaire. Et donc le troisième volet, dans les cas les plus graves, c'est la chirurgie, sans oublier qu'il y a donc 30 à 40% des cas des problèmes de fertilité, non pas de stérilité, mais d'hypofertilité, qu'il faut prendre en charge également, éventuellement en complément, en aide médicale à la procréation et notamment en fécondation in vitro. Voilà. Et parfois, chez les patients déjà suffisamment avancés et sans projet de grossesse avéré, on propose dans certains cas la préservation de la fertilité, qui consiste à congeler les ovocytes pour assurer leur avenir en termes de fertilité. Et ça, c'est une option thérapeutique intéressante, complémentaire dans les cas d'hypofertilité. Ce que j'attends donc de cette stratégie nationale, à laquelle donc évidemment nous avons participé avec beaucoup de travail depuis 2 ans, on attend surtout en première étape d'abord d'optimiser, de booster la recherche. Et donc pour ça, il y a un plan de recherche sur les 5 ans à venir avec un déblocage de fonds important et qui doit concerner non seulement l'endométriose mais aussi toute la santé des femmes. Mais j'espère qu'il y aura un volant
important financier pour l'endométriose qui nécessite une recherche active à la fois pour développer le diagnostic, pour affiner le diagnostic, le rendre plus fiable. Et à ce sujet, je dois dire qu'il y a récemment une avancée que je peux préciser, à savoir par l'équipe d'EndoZewiG notamment et certains confrères de l'hôpital Tenon, en recherche fondamentale, donc la découverte que le micro-ARN peut servir à un endotest, qu'on appelle l'endotest, et le test salivaire d'autodiagnostic de l'endométriose. Et peut-être que ça, cette première étude préliminaire, elle est très intéressante et prometteuse. Et nous allons participer également à la phase 2 avec plus de 1000 malades incluses dans le deuxième protocole de façon à confirmer ces résultats. Ça, c'est pour le diagnostic. Et deuxièmement, la recherche doit permettre d'aboutir ensuite à l'établissement d'un traitement découpler si possible des hormones, parce que c'est imparfait, de façon à éradiquer la maladie le plus tôt possible, éviter son développement, et sans que la patiente soit obligée de supporter une hormonothérapie qui est parfois mal tolérée et qui empêche de fait, en l'absence de règles, de pouvoir concevoir, d'avoir un projet de grossesse.